Et c'est parti, c'est déjà mon deuxième café de la journée, il faut que je me calme, mais on y va pour ce projet. Ce projet de recherche dynamique en JavaScript, voilà, je l'ai appelé comme ça. Donc par exemple, on a envie de chercher un prénom. Prenons Guillaume Flavie, comme ça, Guillaume. Donc Guillaume, ça commence par G, hop, je tape G, et je vois que tous mes éléments ici se sont fait trier, il y en a qui ont disparu, et seulement les noms et les prénoms avec un G à l'intérieur sont restés ici. Donc je continue, je fais GU comme ça, hop, je vois encore que maintenant j'ai bien GU, donc là je fais une recherche avec Google, CTRL F, ça vous permet de chercher sur une page, et donc je vois que j'ai bien GUGUGUGU ici, parfait. Et si je fais GUI, eh bien c'est bon, j'arrive sur Guillaume Flavie. Là on est vraiment sur du JavaScript, sur navigateur classique, c'est-à-dire une recherche dynamique, ça arrive très souvent qu'on ait besoin de faire ça, et c'est très utile à faire. Alors est-ce qu'on est à 100% ici 100%, voilà, comme ça. Donc je vous conseille d'essayer en premier si vous avez le courage de le faire, voilà, essayez de faire ça en premier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une présentation en HTML, CSS ici, donc une interface avec une navigation sur le côté, une liste comme ça. Très important à savoir faire aussi les listes, hein. On se dit que c'est facile comme ça, mais il faut savoir faire ce genre de choses. Là, j'ai utilisé CSS Grid et Flexbox pour faire tout ça. Et enfin la partie JavaScript, où on va d'abord chercher des données depuis l'API, donc random user, donc tac, tac. C'est ici, voilà, random user. Donc vous allez chercher les données depuis ici avec fetch par exemple, avec cette requête ici, cette URL qu'on a juste ici. Ok. Et ensuite vous pouvez mettre différentes query parameters, donc des paramètres de requête. Et ici on va juste prendre des prénoms à consonance française et on en a pris 50. Voilà, si vous voulez faire exactement la même chose. Vous pouvez prendre des prénoms de ce que vous voulez. Ok. Donc une fois qu'on a ça, ensuite il va falloir chercher, c'est-à-dire que quand j'écris des choses dans cet input, eh bien il va falloir que ça trie et que ça épure comme ça cette liste et que petit à petit on se retrouve juste avec le prénom qu'on a envie de trouver. Et également quand on reçoit les données, petite chose sympa, créer une fonction qui va trier comme ça tous les utilisateurs suivant leur nom de famille. Vous voyez à chaque fois j'ai mis le nom de famille en premier, donc Colin, Mia, Dufour, Elisa, Dumas, Louison. Et donc c'est dans l'ordre alphabétique. Voilà, une petite fonction comme ça utilitaire qui peut être sympa à savoir faire. Donc je vous laisse faire tout ça, il y a le code source en description si vous voulez le retrouver également. Et donc voilà, mettez pause si vous voulez, tentez de votre côté, ou au moins peut-être réfléchissez, mettez pause et dites-vous ok je le ferai comme ci, comme ça, là j'utiliserai ceci, là j'utiliserai cela. Voilà. Ensuite je vais couper la vidéo en chapitres, si vous avez envie de juste la partie JavaScript qui vous intéresse, juste la partie CSS, ou qui sait juste la partie HTML, eh bien vous pouvez juste aller dessus comme ça. Voilà. Parfait, ben, je pense qu'on est parti, on va pouvoir y aller ensemble. Donc hop, j'avais déjà tourné la vidéo, mais comment dire, j'avais utilisé OBS sur un nouvel ordinateur et la qualité n'était pas bonne. Donc je retourne tout ça. Ça va me faire 40 minutes à retourner encore. Donc on est ici sur le projet. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un index, un script, un style. Dans le script, il n'y a rien pour l'instant. Dans le style, il y a un simple reset si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on a des images, donc des images de SVG qu'on va retrouver notamment au niveau du menu ici. Vous voyez des petits SVG comme ça, ce genre de choses. Parfait. Alors juste, je touche un peu le micro. Hop, je le réoriente un peu. Comme ça, voilà, à mon avis c'est un petit peu mieux. Ok, très bien, donc on va pouvoir démarrer avec l'HTML, tout simplement, c'est parti. Donc on vient ici, dans l'HTML j'ai la font femme, donc j'ai la police d'écriture Lato et Roboto, alors c'est écrit à l'intérieur normalement, Lato ici et Roboto, voilà, Lato et Roboto, très bien. Donc on va pouvoir commencer, on va créer un container global. Donc on vient ici, j'agrandis pour ceux qui sont sur portable, et on y va. Donc div.global container, hop, à l'intérieur j'ai envie de créer une navigation. Donc on va peut-être se mettre ça ici comme ça, voilà. Et ça, on va se le mettre ici. Donc c'est la navigation qu'on est en train d'apercevoir juste ici, qui va disparaître en petit écran, d'accord? Elle va disparaître comme ça. Voilà, d'accord, c'est pour ça que je vous la montre. Alors peut-être que si je dézoome, non, à mon avis, ça va faire la même chose. Ah non, c'est bon, petite technique de derrière les fagots. Voilà, comme ça, je vais pouvoir agrandir ça. Donc, notre navigation, allons-y. Notre nav, elle va s'appeler sideNav. Hop, sideNav comme ça. Ensuite, à l'intérieur, il y aura une div avec nav logo, en général en haut comme ça. Des navigations, il y a un logo. Le logo va venir de images / logo svg. Parfait. Ici, le texte alternatif, on ne le remplit pas, mais si c'est pour un vrai site, vous remplissez avec une description de votre icône. Ensuite ici, H1, on va mettre user, ce sera le nom de notre pseudo-application ici. Parfait. Donc là, c'est le haut de notre navigation. D'accord, très bien, on peut continuer, on va aller en dessous. À chaque fois, on va avoir des liens avec la classe block link. Alors, block link comme ça. Le href pointe vers rien, mais si c'est une vraie application, ça va pointer vers des éléments des pages de votre application par exemple. Ensuite ici, image, ça vient de image / dashboard.
Ok, très bien. Donc on aura les petites icônes qui correspondent aux icônes à gauche, comme ça, de chaque lien qu'on va avoir. Et puis on aura un span à chaque fois avec nav links. Et donc le premier, ce sera dashboard, comme ça. Parfait. Et donc une fois qu'on a un lien comme ça, eh bien, il va falloir en faire 4. Il faut qu'on en ait 4. Donc ici, j'en prends un. Je copie, je colle, colle, comme ça. Et donc à chaque fois, il faut changer tout ce qui est juste source ici et le texte qu'on va avoir juste là. D'accord? Donc le second, ça va être speech bubble SVG. Et on va écrire messenger ici. Le troisième, ça va prendre serveur, l'icône serveur. On va lui passer la classe active ici pour montrer en fait qu'on est sur cette page. Souvent, il y a cette petite indication sur un menu, sur une navigation, et donc on est bien au niveau de database par exemple, et donc on a bien tout ça. D'accord? Donc on rajoute active, et ensuite en CSS on s'occupera de tout ça. Ici on va écrire database, hop, et ensuite en dessous, on aura le dernier, calendar, et donc ce sera le calendrier qu'on va écrire ici, calendar. Voilà, parfait. Donc très bien, on a tout ça, on va pouvoir passer en dessous. On reste dans le global container juste ici, puis on va en dessous. On va utiliser main, et je vais donner la classe main, mais on aurait pu écrire main content par exemple ici, si on voulait. Donc il va falloir créer maintenant notre input ici. On a un input, mais on n'a qu'un seul input, et en JavaScript, on peut s'en servir pour faire des recherches, comme ce qu'on va faire juste ici. Donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser de forme, de balise forme. Donc ici, je vais appeler ça input control. OK. Et à l'intérieur, je vais créer un label. Alors, je vais juste agrandir un peu. Voilà. Un label, donc for search, comme ça, très bien. Et à l'intérieur, je vais juste mettre une image. C'est possible, sachez que c'est possible. Ça ne va pas provoquer d'erreur HTML ou quoi que ce soit. On peut mettre des images dans des labels. D'accord? Et donc, ça va nous servir d'avoir cette petite image qu'on a juste ici, vous voyez? Alors, je vais même peut-être réduire un cran encore plus. Voilà. Donc on a notre input juste en haut, et même quand je vais cliquer sur l'icône comme ça, eh bien ça mettra le focus sur notre input, vu qu'on a un label ici qui sera lié avec le for à notre input juste en dessous. Donc notre input, créons-le, ça va être un type texte, id est égal search, donc c'est exactement la même valeur que pour le for, et du coup, si je clique sur mon label, eh bien ça mettra le focus sur l'input également. Le placeholder ici, alors j'avais mis rechercher un utilisateur, mais vu que le reste est en anglais, je vais rester sur de l'anglais. Parfois, je m'embrouille un peu comme ça dans les vidéos, je mélange les langues. Donc ici, on va plutôt mettre search for an user, comme ça, d'accord? Ok, très bien, donc on a notre input, on a notre label, c'est fait, on a notre première partie tout en haut. On peut sortir de cette div, et on va créer un H2 en dessous avec main title, database results, comme ça, très bien, donc ça va correspondre à ceci. Très bien, on va en dessous, on reste dans le main toujours, et on va avoir une div.table comme ça, avec à chaque fois 3 h3, donc h3.table title, et donc on va avoir name. Là je vais dupliquer en faisant shift alt flèche du bas, donc maj alt flèche du bas, et name, email et phone comme ça. Donc ça va correspondre à name, email et phone. Et enfin, en dessous, on va avoir div.tableResult. Table result. Vous notez qu'ici, j'utilise pas les balises, table, etc. On n'est pas obligé, notamment depuis que CSS Grid existe, Flexbox, etc. On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps les tables. Voilà, et donc table results, ici à l'intérieur, on va avoir des items en fait pour chaque élément comme ça. Donc on va en créer un de base à la main, et puis ensuite on fera tout en JavaScript. Donc on en crée un de base pour pouvoir le styliser et voir un peu ce qui se passe, et ensuite tout se fera en JavaScript. Donc div.tableItem, voilà, div.container image. Dans ce container image, on va avoir le nom, prénom et une petite image. Donc, image slash calendar SVG comme ça. On enlève le alt ici. On met un paragraphe.name. Ici, je vais juste écrire test. Ensuite, on sort de container image, mais on reste dans le table item. On va avoir encore un paragraphe avec l'email. Donc, p.email. Je vais écrire mail comme ça. Et phone. Et ensuite ici on mettra la classe phone. Et c'est bon, on peut souffler, on a fini avec notre HTML. Donc vous voyez, ce table item va correspondre à chaque fois à un item comme ça. Ok? Parfait, parfait, génial. On va pouvoir passer au CSS. Donc on va passer au CSS juste ici. On a un simple reset. On utilise la fonte femme Roboto qu'on a importée. Et donc pour commencer, on va s'occuper de notre global container. Déjà, il serait peut-être temps d'ouvrir ça avec le live server. Donc on va avoir les images en grand, les icônes qui vont apparaître en grand. Donc ce qu'on peut faire quand on a des grandes icônes comme ça, on peut les réduire directement ici en faisant une sélection globale, 20 pixels, voilà. Comme ça, on y voit un petit peu mieux. Et donc on peut commencer à coder comme ça. Donc global container,
display grid. Et on va avoir, donc quand on utilise display grid, on va définir les columns de manière générale, même si on peut définir les colonnes et les rangées aussi. Et donc ici, on a envie de définir deux colonnes, une de 250 pixels et une de 1 fr. 1 fr, ça veut dire un fractional unit, et donc ça veut dire l'espace qui reste en fait, l'espace qui reste. Donc là, on voit qu'on a bien 250 pixels ici, on peut apercevoir une première colonne, et le reste, qui est 1 fr. On peut faire inspecter et utiliser les outils de Chrome. Donc là, j'ai fait clic droit inspecter. Normalement, ça vous ouvre la console comme ça vous ouvre les DevTools comme ça. Et là, je fais undock avec les trois petits points. D'accord? Quand vous avez plusieurs écrans, c'est le pied de pouvoir faire ça. Alors, s'il veut bien répondre, OK. Et donc, si je vais à l'intérieur, je zoome et je vois le petit grid juste ici. Et donc, je clique dessus et hop, je vois bien mes petites colonnes ici. D'accord? Mes colonnes et mes rangées. Ça peut être un bon moyen de visualiser ces grilles. Donc, c'est vraiment très sympa. Parfait, parfait. Donc, on peut continuer. On a bien 251 fr. On va commencer avec la navigation. Ici, on peut faire une petite démarcation nav. Donc, notre site nav. On va prendre une position fixed. Donc, position fixed, ça fait quoi? Ça ressemble un peu à absolute, mais pas totalement non plus. Position fixed va tout le temps se référer au body, va être relatif au body, d'accord? Et il va falloir lui donner une width et une height. Donc, ma width, moi, ça va être 250, comme la colonne que juste ici. Même si elle sera au-dessus de la colonne, elle prendra l'espace de la colonne, d'accord? Voilà, vu que position fixed va sortir de son container, en fait, elle va être relative au body. Donc, une hauteur, ce sera 100%. Border right. Border right. Ça va prendre 2 pixels, solide, hashtag E3E8F0, voilà, et BGColor, ça va prendre hashtag FDFDFF. Et c'est bon, regardez, on a bien une colonne qui est juste ici, alors vous pouvez appuyer sur F12 et ressortir la grid comme ça, et donc c'est bon, on a bien regardé notre side nav sur le côté. Et notre navigation va nous suivre quand on va scroller, si elle apparaît, si elle est là, en grand écran, parce qu'on l'a mis en position fixed. Vous voyez que c'est très agréable d'avoir toujours cette navigation à portée de main si jamais on a envie de faire d'autres choses. Voilà. Très bien. Donc hop, on va la redescendre juste ici. Voilà. Donc en dessous de notre side nav, on a envie de s'occuper du logo. Donc nav, logo ici, on va mettre display flex. On utilise Flexbox avec les enfants. Justify Content Center pour centrer sur X. Margin bottom 40 pixels. Cursor pointeur. Et du padding, padding 30 pixels. Voilà. Je vous rappelle que notre logo est divisé en deux choses, décidément, une image juste ici et notre H1 juste là, d'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de styliser. Donc on s'occupe donc de notre H1, point nav logo H1, on va lui mettre marge left, 10 pixels, font size 45 pixels, et font weight, le gras du texte, on met 500. Donc là, on a bien le même user, mais notre image est en petit parce qu'on a mis toutes les images à 20 pixels. Donc pour l'instant, on le garde comme ça, le temps de faire toutes les images du site. Et à la fin, on enlèvera ça. Et donc ça nous mettra la bonne taille. Vous voyez, en haut à gauche, c'est la bonne taille. Ok ? Très bien, très bien. On s'occupe des blocs links maintenant, c'est-à-dire nos petits blocs links qu'on a juste ici à gauche. Donc il faut les styliser et on y va. Bloc link. Display flex pour mettre les icônes et les textes les uns à la suite des autres. Parfait. Font weight 300. Color, hashtag 838F9F, comme ça. Texte déco non, on enlève la décoration des liens de base et on met du padding de 20 pixels en haut et en bas, 30 pixels à droite et à gauche. Hop, et voilà, déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Quand on les survole, on a envie d'avoir une légère indication, donc hover ici, quand je les survole, hashtag F8, 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 comme ça, parfait. Donc vous voyez que quand je survole, j'ai cette petite animation qui peut être sympa pour montrer qu'on est vraiment en train de survoler et qu'on peut cliquer sur ce genre de choses. Ensuite, les blocs link image vont prendre une width de 20 pixels comme ça. Hop, parfait, enfin comme ce qu'on avait mis jusqu'ici du coup, très bien. Allez, on peut se terminer la navigation avec navlinks, ils vont prendre marge left de 14 pixels pour se décaler. Et vous savez, on a un bloc link avec la classe active. Donc on colle bien la sélection ici, c'est très important, on colle la sélection. Ça et ça ne veut pas dire la même chose en CSS. Ça veut dire tous les éléments qui ont la classe active dans bloc link. Ça veut dire bloc link qui a également la classe active. C'est-à-dire tous les éléments qui ont à la fois la classe bloc link et la classe active. Donc c'est pas pareil. Background, on lui met E9, E9, E9. Voilà. Blocklink.active.navlink. .navlink. Lui, on va lui mettre une color de verte, donc 35B670. Et font weight de 500, comme ça. Voilà, donc vous voyez que la classe active ici,
à 100%, ça donne ceci. Et donc, on voit bien qu'on a notre belle navigation ici, avec la classe active qui a réussi à styliser tout ça, pour bien montrer où on est, en fait, où on se trouve directement dans notre site. Parfait. Bah, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir attaquer le main. Donc, le main ici, la partie principale. Donc c'est vrai que j'ai appelé ça main, mais j'aime pas trop appeler ça de la même manière qu'un élément HTML. Donc on va mettre main content ici par exemple. Je trouve ça un peu plus logique, ça évite de se tromper. Voilà, hop, on va appeler ça main content. Donc main content va prendre la deuxième colonne, donc grid column 2. Voilà. Padding 30 pixels. Ok, très bien. Et donc on a bien nos éléments ici qui prennent la deuxième colonne. Première colonne, deuxième colonne. On va pouvoir attaquer notre input tout en haut. Donc input control, on va lui mettre display flex pour avoir l'icône et l'input à la suite. Align item center pour centrer tout ça sur Y. Max width 450 pixels. BG color, on va lui mettre F4, F4, F4. Border radius, on lui met 6 pixels. Et on n'oublie pas le padding pour faire vivre tout ça, pour faire respirer le design. Hop. Et donc là, on a bien... Vous voyez notre input control, c'est une classe qui est très connue en CSS. Input control, c'est vraiment quand on a envie de styliser des inputs et des éléments qui peuvent être à côté. On fait un container input control et donc déjà on a pu styliser le contour. Maintenant notre input évidemment n'est pas encore terminé, donc on va y arriver, Donc d'abord l'image form control image, je lui donne une width de 20, donc ça va pas changer vu qu'on l'a déjà écrit en dessous, mais ce qui est en dessous on va l'enlever plus tard. Et là je mets position relative et top 2 pixels. Un peu bizarre vous allez me dire, donc je peux enlever normalement image juste ici. Form control, ah oui c'est pas form control, c'est input control, voilà. Donc il nous reste le calendar en dessous qui est un peu embêtant. Donc où est-ce qu'il se trouve ce calendar là? Ce calendar c'est dans table item. Ok, donc on va faire table item image width 20 pixels. Voilà, comme ça on va pas l'avoir en gros juste ici. Donc on a bien stylisé notre loop ici, vous voyez notre loop qui est juste là. Mais notre loop, si je mets pas top 2 pixels ici, si je la pousse pas vers le bas de 2 pixels, je la trouve un peu trop haute, vous voyez. Ça dépend des icônes en fait. Suivant les icônes, comment elles sont créées, ça peut faire un peu bizarre parfois dans le design. Donc là c'est quand même un peu anecdotique, hein. Mais sachez que vous pouvez, sur des éléments comme ça, si vous avez vraiment envie juste de les bouger un peu sans tout casser avec padding ou des choses un peu bizarres, vous pouvez mettre position relative et top 2 pixels. Bon, attention cependant, le faites pas tout le temps, parce que voilà, c'est quand même une position qui est rajoutée, mais ça peut le faire. Et donc j'ai poussé un peu l'icône comme ça, et je trouve que ça se présente un poil mieux. Voilà, bon, on n'est pas obligé de faire ça. Ensuite, on va s'occuper de notre fameux input, donc input control input. Il va prendre, on lui met width 100%, donc en fait ça va prendre le reste de la width par rapport à l'icône. Voilà. On augmente la taille, on n'oublie pas, pour une meilleure usabilité, j'allais dire, mais pour un meilleur usage de notre input. Pour que les gens qui écrivent dedans, tout simplement, ils voient un petit peu mieux. Padding left, outline 0, border 0. Hop, color OOO. BG color, un gris, donc F4, F4, F4. Et la font femme à l'intérieur qu'on a importé lato, sinon sans serif. Voilà, voyons voir. Ok, ça commence à ressembler bien à quelque chose. Vous voyez que je peux écrire à l'intérieur, très bien. Ça fonctionne. Donc j'ai enlevé l'outline ici, même si dans un monde parfait, il faut essayer de laisser un outline ou tout du moins, s'occuper de, lorsqu'il y a le focus en fait sur un input, montrer qu'il y a le focus. Ici, quand je clique dessus, vous voyez qu'à part le petit caret ici, la petite icône, je vois pas trop qu'il y a le focus dessus. Donc ça peut se faire avec des box shadows bien faites, ça peut se faire avec des borders par exemple, voilà, avec ce genre de choses. Sinon, regardez, si je laisse outline, en fait, regardez ce qui va se passer quand j'ai le focus. Bon, c'est pas très joli, on est d'accord? Donc en général, il faut le gérer tout seul ça. Là, bon, on va pas s'embêter à faire un outline perso, mais voilà, essayez de bien garder vos outlines pour l'accessibilité. Très bien, ensuite le placeholder à l'intérieur, j'ai envie de le styliser. Est-ce que c'est possible? Oui, avec input placeholder comme ça, voilà, qui est un pseudo-élément spécial qui me permet de styliser le texte à l'intérieur d'un input. Donc hop, je lui mets cette couleur là et font size 16 pixels. Donc ce pseudo-élément ne peut pas accepter toutes les propriétés, seulement certaines propriétés, et donc ces propriétés-là sont acceptées, d'accord? Parfait, allez, on a bientôt fini, on va pouvoir souffler et attaquer la partie JavaScript bientôt. Donc main title, on va lui mettre margin 30 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, alors désolé, hop, 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 on va lui mettre un fond de femme lato également, donc on peut le copier ici. Sachez que vous pouvez copier juste en cliquant sur une ligne, vous faites CTRL-C et ça va copier la ligne normalement, si je dis pas de bêtises, voilà.
au lieu de la prendre à chaque fois. Ça peut vous faire gagner un tout petit peu de temps. Ensuite, notre table, donc table en anglais, tableau. Et donc ici, notre table qu'on va faire avec display grid. Encore une fois, on utilise display grid un peu partout ici, c'est très bien. Grid template columns, repeats 3 1fr. 3 1fr. Donc ici 3 1fr, vous voyez, name, email, phone, et bien chacun de ces éléments sont dans une colonne. Voilà, regardez, hop, colonne, 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 tout simplement. Parfait. Donc ça s'appelle le placement automatique de l'algorithme de CSS Grid, c'est-à-dire vous créez 3 colonnes, et bien les éléments, si vous ne leur donnez pas de placements spéciaux avec Grid Area, et bien ils vont se placer de manière automatique dans la grille. Voilà. Très bien, on continue. Donc ensuite on va avoir table results, qui va prendre une colonne de gauche à droite. Comment on fait? Eh bien on fait grid column 1 moins 1, et donc ça va prendre de gauche à droite, ça va prendre en fait toutes les colonnes. Très bien, et maintenant les table items, pour terminer, eux aussi vont être un display grid. Donc je vais expliquer, on code et je vous explique après. Grid template columns, eux aussi vont prendre repeat 3 1fr, vous allez comprendre pourquoi. Align items center, padding 15 pixels 10 pixels, BG color FFF, ok. Et donc là en fait, nos items de grille, donc je vais aller ici par exemple, sont eux aussi des grilles en fait. Donc on a des grilles ici, alors on a des grilles ici, on a des grilles sur le parent juste ici, et nos items, chaque table item, vous voyez, sont séparés en 3 colonnes aussi. Et c'est possible. On aurait pu, c'est vrai, utiliser Flexbox, mais c'est aussi facile d'utiliser Grid quand on sait l'utiliser. Vous voyez, ça nous permet de faire des petites grilles comme ça pour chaque élément que je vais avoir. Chaque table item, vous voyez que ce sont des grids, grid partout. Parfait, parfait. Hop, donc ici, on peut, est-ce qu'on a bien stylisé ça? Oui. Alors on peut attaquer table item 2.nthchild odd, ça veut dire impair. Even, ça veut dire, ou even peut-être even. Ah, je crois que c'est even. Even, c'est pair quand on met even ici, et sinon c'est odd. Et donc c'est pour faire des tableaux zébrés. Donc des tableaux zébrés, ici on met une couleur par exemple F1, F9, F6, et ça va donner ceci, vous voyez, un tableau zébré. Pour tous les chiffres impairs de cette liste, eh bien ça va mettre une couleur différente en fait, tout simplement. Ok, on a quasiment terminé. Container image. Donc l'image de l'utilisateur tout à gauche, display flex, line item center. Donc dans les grilles, on peut utiliser Flexbox, c'est même recommandé, c'est parfait pour ça. Ensuite, container image, width 35 pixels. Border radius pour avoir un cercle, on met 999 pixels. Margin right 10 pixels. Donc en général, on a un nombre plus grand ici, juste pour avoir un rond comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous mettez plus de la moitié de la hauteur de l'élément, eh bien ça va créer un cercle. Voilà. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus il y a longtemps, mais parfois si vous voyez 999, c'est juste pour pas s'embêter à calculer la moitié de la hauteur. Voilà, très bien. Donc ça c'est pour les petites images qu'on a juste ici. Donc on peut enlever notre table item image comme ça, enfin. Par contre, on va prendre table item.container image et également les paragraphes, et on va leur donner un padding de 0,15 pixels, juste pour faire respirer un petit peu plus tout ça. Voilà. Ok, très bien. Voyons voir ce que ça donne à 100%. Ça m'a l'air pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a ici une marge qui manque entre ceci-là, entre ceci et mes items que j'ai juste là. En effet, j'ai oublié une toute petite chose. Voilà, on peut remonter jusqu'à table ici. Entre table et table result, j'ai oublié de vous faire les table title comme ça. Donc la font femme. Alors est-ce que j'ai vraiment oublié? On peut faire un CTRL F comme ça pour voir. Oui, c'est vrai, j'avais vraiment oublié. D'accord, donc lato sans sérif. Font size 16 pixels. Et on va mettre un padding de 10 pixels, 15 pixels, 20 pixels. Donc quand il y a 3 valeurs comme ça, c'est en haut, à gauche et à droite, en bas. Voilà. Et du coup, on a bien la même chose juste ici. Ok, parfait, ben génial, super. Il nous manque une dernière petite chose. Qu'est-ce qui manque ici? Eh bien, il nous manque un peu de responsive. Donc on a 2 breakpoints. Ça va pas être terrible, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour les media query. Donc @media screen and max width. Donc à partir de 1000 pixels. Notre global container va grid template columns. Il va avoir plus qu'une colonne de 1fr. Pourquoi? Parce qu'on va faire disparaître la side nav comme ça, avec un display none. Et notre main content, on va lui rajouter grid column 1. Même s'il sera placé de manière automatique de toute façon.
Donc pourquoi on le fait disparaître? Vous voyez que ici, notre nav va disparaître. Eh bien, ça s'appelle un menu rideau quand on fait disparaître comme ça. En général, on rajoute un bouton en haut, à droite, en bas, etc. Et on peut cliquer dessus et ça fait slider la navigation. Bon, ici, je ne vous ai pas fait faire le menu rideau. Il y a des vidéos sur ma chaîne si vous voulez voir comment on fait. Je voulais vraiment qu'on se concentre sur la liste, etc. Mais sachez qu'en général, voilà, on fait disparaître, on rajoute juste un petit bouton et on peut cliquer dessus et hop, display block, display none. Ou alors on peut mettre une petite animation. Voilà. Ok, ok, donc ça disparaît bien. Très bien. Et donc, ici, on peut copier, coller, cette fois à partir de 700. Donc max width c'est en descendant, min width c'est en montant. Donc en descendant quand je réduis à partir de 700 pixels, c'est ça que ça veut dire. Ensuite ici je fais .table display block. Alors oui, je vais transformer les items comme ça, regardez, à partir de 700, hop, en gros items comme ça directement sur portable. Ça peut être plus facile à lire comme ça. Donc table display block, table title, on veut le faire disparaître, le database result. Display none, ok. Notre container image, justify content center pour tout centrer à l'intérieur, comme on a juste ici. Et enfin, nos table items, tous nos table items, on va leur donner un grid template columns 1fr, donc une fractional unit. Grid auto rows, je vais vous expliquer ce que c'est, 55 pixels. Margin bottom 50. Height auto. Text align center. Et box shadow pour souligner comme ça, 0, 5 pixels, 10 pixels de flou, RGBA, 0, 0, 0, 0, 1. Hop, voyons voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout simplement, on a fait passer nos éléments d'une rangée à une colonne avec grid template columns, une colonne. Enfin non, pas de rangée en colonne, c'est pas comme Flexbox. On l'a plutôt fait passer de 3 colonnes à une seule colonne en fait. De 3 colonnes à une seule colonne. Et donc les éléments se sont placés comme ça. Et ensuite, en dessous, grid auto rows, en fait, ça a créé des rangées automatiques. Ça a créé des rangées automatiques. Vu que chaque élément ici va prendre une width de 100%, si on fait ça, hop, chaque élément à l'intérieur, vous voyez, prend une width de 100%. Et en fait, notre grille ici va avoir des rangées automatiques qui ont été créées. Et donc, ces rangées automatiques eh bien, vont avoir 55 pixels de haut de base, vu que je l'ai rajouté juste ici. Alors, il faut savoir qu'on aurait pu aussi prendre tous les items à l'intérieur et rajouter du padding par exemple. Vous voyez que là j'ai enlevé les 55 pixels et c'est vrai que ça donne quelque chose peut-être d'un peu étrange. Donc voyons voir dans nos table items ici. J'ai container, j'ai ci, j'ai ça. Ce qu'on aurait pu faire je pense, c'est aussi faire quelque chose comme ça. Table item signe supérieur all. Donc tous ces enfants directs vont me prendre un padding de 20 pixels, 0 par exemple. Voyons voir ça. Vous voyez, ça donne la même chose. Voilà. Bon, oui, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous prenez l'exemple que vous voulez. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Voilà. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a ça, je vais peut-être revenir en arrière, juste histoire d'avoir exactement le même code que celui que j'avais fait. Très bien. Donc, je peux enlever la grille ici. Très bien. Et c'est bon. On a terminé. On a terminé avec notre CSS. Et donc, maintenant, il va falloir attaquer la partie JavaScript. Donc, on a plusieurs choses à faire. D'abord, on doit appeler les données. On doit les formater. On doit les trier par ordre alphabétique, on doit les faire apparaître, et enfin, on doit pouvoir les filtrer quand on va écrire dans notre input. Donc on a du pain sur la planche. On commence, c'est parti. On a besoin de deux choses, de deux sélections. Search input est égal document.querySelector hashtag. Je l'utilise le hashtag pour sélectionner, vu qu'en fait on va prendre notre input, on prend notre input, d'accord? Donc je le sélectionne avec son ID tout simplement, donc hashtag juste ici. Ensuite, on aura également besoin de search result est égal document.querySelector table result. Ok, donc ce sera les résultats. On va intégrer tous les résultats dans table result juste ici. On va tous les faire apparaître. D'accord? Donc ça nous donne deux sélections comme ceci. Ok, on va maintenant faire la fonction qui sert à appeler les données depuis l'API. Donc d'abord on fait une variable globale let data array. Globale parce qu'elle va être utilisée dans beaucoup de fonctions. Donc ici, je la mets de manière globale et elle sera remplie par la fonction qu'on va créer. La fonction qu'on va créer, je lui passe async devant. Async fonction get users. Pourquoi je lui ai passé async? Parce qu'à l'intérieur, j'ai envie d'utiliser await. En fait, j'ai envie de faire de l'asynchrone avec cette fonction, c'est-à-dire j'ai envie d'attendre des résultats. Les résultats de quoi? De l'API. Donc ici, on met async quand on a envie d'utiliser await dans une fonction. Et donc ici, je fais const res est égal await. J'attends les résultats de la méthode fetch qui va chercher les données à notre API. Elle va les chercher en faisant une requête HTTP, hop, une requête
à cette URL, mais on va lui passer quelques query parameters, pas facile d'enchaîner tout ça, donc des paramètres de requête, c'est-à-dire que quand on fait des appels comme ça, des appels vers des API, on peut passer des paramètres dans l'URL, et pour donner quelques informations supplémentaires. Par exemple, j'ai envie d'avoir des choses un peu plus précises. Et donc là, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Par exemple, je mets point d'interrogation, nat comme nationality est égal fr, et le signe ampersand comme ça, result est égal 50. Donc j'ai envie d'avoir des noms à consonance fr et un résultat qui se limite à 50, d'accord? 50 utilisateurs avec des noms à consonance fr. Ok? Très bien, donc pour ce qui est des requêtes de paramètres, ça dépend des API de manière générale, il suffit d'aller sur la doc et il vous montre ce qu'on peut faire ou pas, ce qu'on peut écrire ou pas dans les URL pour pouvoir avoir des résultats un peu plus concrets, enfin en tout cas avec ce qu'on a envie d'avoir. Ok, donc en fait notre fonction va s'exécuter, elle va attendre le retour de ça, et ensuite elle va continuer l'exécution. Et donc ici ensuite je vais faire du destructuring, et je vais prendre result, qui sera égal à await de res.json, comme ça, de res.json. Donc une fois qu'on a notre retour de notre API ici, c'est pas fini. Il va falloir analyser ce qu'on appelle le body de la requête. Le body, rien à voir avec notre HTML ici, c'est le corps de la requête qui va contenir tout le contenu, d'accord, tout le contenu. Et donc avec les requêtes HTTP, on va recevoir quelque chose d'une API. Il faut l'analyser pour avoir un retour qu'on va pouvoir utiliser. Et donc l'analyse se fait avec cette méthode JSON. On analyse le corps de la requête et on prend seulement ce qu'on veut juste ici. Donc, avant de faire du destructuring, je vais vous montrer pourquoi on fait du destructuring. Donc on va loguer result comme ça. Et ensuite on n'a plus qu'à faire quoi? À exécuter la fonction. Ok, on arrive ici. Alors laissez-moi juste regarder l'heure parce que j'attends quelqu'un dans une heure. Ok, allez, on va se dépêcher un petit peu. Donc ici, la console, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai un objet. Tac. J'ai un objet ici, avec info juste ici, qui est la première propriété, qui est elle aussi un objet. Mais info, j'en ai un peu rien à faire ici, je n'utilise pas. Donc en fait, j'ai juste besoin de result, qui est un grand tableau, avec tous les objets qui correspondent aux utilisateurs. D'accord? Avec à chaque fois l'ID, le name, le phone, etc., etc. Voilà. Donc en fait, je vais faire du destructuring et que je vais créer une constante à partir de cette propriété qui est un tableau. Et en fait, c'est ce que je fais ici. Tu crées une constante result à partir de la propriété result. Donc en fait, tu isoles le tableau. Et vous voyez que maintenant, result, c'est égal juste au tableau. Ça permet de gagner du temps très facilement, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a ça, j'ai plus besoin de le loguer. Maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai mon tableau ici, eh bien, j'ai envie de faire data array est égal order list de results. Donc data array, c'est ce qu'on a juste ici. J'ai envie de le remplir avec notre tableau, mais ordonné, trié de manière alphabétique. Et comment on fait pour trier de manière alphabétique? Eh bien, on va se créer une petite fonction utilitaire. Donc function order list en fonction des données qu'on lui passe. Donc les données qu'on lui passe, c'est ceci. Donc là, vous avez bien compris, un data array va être égal à ce que retourne order list. Et donc dans order list ici, hop, on va faire const ordered data est égal data.sort. Sort, ça veut dire trier en anglais, c'est une méthode qui existe pour trier, tout simplement. Donc ici, on va prendre A et B. Alors désolé pour l'auto-completion ici. On peut l'enlever sur VS Code, c'est juste que là, c'est un autre PC que j'utilise. Et donc ici, on lui passe une fonction callback pour pouvoir définir le tri. Et donc ici, je vais dire à chaque fois if a.name.last, donc si le nom de famille, point to lowercase, ça c'est important. On passe toujours en minuscule dès qu'on trie du texte pour essayer d'avoir tout au même niveau, pour éviter d'avoir des erreurs de casse, est inférieur à b.name.last, encore une fois to lowercase, alors je return -1. Donc ici en fait A, B va correspondre à tous les éléments de mon tableau, tous les objets. Et donc ça va être premier objet, second objet, puis second objet, troisième objet, puis troisième objet, quatrième objet. Et ça va comme ça les trier. Et ça va les trier en fonction des conditions qu'on a juste ici. Si j'ai le nom de famille du premier objet qui est inférieur au nom de famille du second, alors ça retourne -1. Alors eh bien, on va trier en fonction de ces index comme ça. Et donc pourquoi vous allez me dire je fais des signes inférieurs comme ça alors qu'on parle de lettres? On parle de lettres. Eh bien, si vous tapez KeyCode.js, je crois, ouais, c'est celui-là. KeyCode.js, regardez, si vous tapez une lettre, H par exemple, ça me donne 72. Si je tape A, ça me donne 65. Si je tape M, ça me donne 77. Chaque lettre a un code UTF-16. Et donc, ça va comparer avec tout ça. Et ça va pouvoir en fait comparer et donner des index en fonction de tout ça, en fonction des comparaisons. Et ça va pouvoir, au final, vous trier tout ça en fait. Vous triez tout ça. L'algo de tri utilise ce genre de code pour pouvoir trier les lettres. Il faut faire attention à ça. Ok, donc on a notre premier if ici, on va le copier, le coller, et cette fois ça va pas être inférieur mais supérieur. Si c'est supérieur, alors je retourne 1.
Sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, je retourne 0. Et à la fin, je return quoi? Ordered data. Order data qui est le tableau retourné par la méthode sort qui a bien trié tous les éléments et qui me retourne un tableau avec tous les éléments triés. D'accord? Le même tableau avec tous les éléments triés. Génial, on a notre fonction utilitaire. Ça, c'est très pratique en JavaScript, il faut faire ce genre de choses. Il faut éviter de mettre, par exemple, ce contenu, on aurait pu le mettre ici, par exemple. Mais si on commence à mettre le contenu comme ça dans une grande fonction, c'est très dur, c'est pas maintenable, c'est pas facile à comprendre. Et il faut toujours essayer de faire du code maintenable et facile à comprendre. Toujours, c'est vraiment la règle de base. Et donc, si on fait des petites fonctions utilitaires, c'est très facile à comprendre. Là, data array va être le résultat de order list. Qu'est-ce que ça fait order list? Ça retourne order data. Order data, c'est un tableau trié. Voilà. Très bien, on peut loguer ça pour voir. Data array, hop, tac. Donc, regardons le premier. Je vais dans name et je regarde son last ici. André A, ça m'a l'air quand même d'être assez bon, ça m'a l'air d'être assez bien trié, c'est la première lettre de l'alphabet. Mais on peut se tromper en regardant un petit peu, cinquième ici. Name, bourgeois, donc B. B, ça m'a l'air aussi d'être pas mal. Et voyons à la fin, pour voir si c'est une lettre vers la fin de l'alphabet. Vidal, V, ça m'a aussi l'air d'être pas mal. Donc moi je vous le dis, ça fonctionne, c'est très bien. Ok, super, donc on a ordered list juste ici. Il nous manque une dernière chose maintenant, il nous manque une dernière chose à faire. Une fois qu'on a notre liste ordonnée, on va faire create user list avec results comme ça. D'accord, avec les résultats ordonnés. D'accord, donc create user list avec pas result, mais data array, vu que c'est ça qui est bien ordonné. Result ici n'est pas ordonné, data array est ordonné, et donc on crée l'utilisateur comme ça. Voilà. Et donc on va se créer une fonction, c'est parti, on se la crée. Fonction create user list à partir de users list. Et donc en fait ça va nous permettre de créer la liste de tous ces éléments et de les injecter dans le DOM. C'est ça qu'on va faire juste ici. Hop, hop, hop. Donc ce qu'on a envie de faire pour commencer, c'est users list, donc le tableau qu'on lui passe, .forEach pour chaque objet à l'intérieur, donc pour chaque user. J'envoie cette fonction fléchée. À l'intérieur, je commence à créer le table item qui est le parent. Donc je dois créer un élément. Document.createElement, c'est quoi? C'est une div. Cette div va avoir une classe table item. Comment je fais pour rajouter? Je fais list.setAttribute. Alors d'ailleurs, list ici, c'est pas très bon, c'est list item plutôt. Ce serait plus juste de l'appeler comme ça. List item.setAttribute. Quel attribut? Classe. Qu'est-ce que je lui mets comme valeur? Table item. Voilà. Très bien, très bien. Ok, et une fois qu'on a ce parent qui est table item, qui correspond vraiment à ceci, table item, juste ici, il va falloir lui mettre tous ces enfants ici. Donc je copie, et je vais utiliser innerHTML. Donc list item.innerHTML comme ça est égal. Et là, j'oublie pas d'ouvrir les backticks, très important, pour avoir un template literals. Et à l'intérieur, je colle comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, innerHTML, il faut faire attention quand on l'utilise, quand on injecte des données sur un site. Or, là, ce n'est pas le cas. Je fais juste une recherche, d'accord? Je fais juste une recherche qui va me permettre de trier des résultats. Donc, il n'y a pas de backend, il n'y a pas de liaison avec un serveur ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de problème ici à utiliser innerHTML. D'accord? Mais faites attention, si vous avez un blog et un blog communautaire, tout le monde peut écrire des choses dessus, par exemple. Si vous commencez à lier des inputs avec innerHTML, ça peut avoir des problèmes de sécurité. Mais là, il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on a ce template juste ici, en fait, on aurait pu tout faire avec createElement, mais il aurait fallu créer cet élément. Il aurait fallu donner tous ces attributs, etc. Et ce ne serait pas très maintenable, ce ne serait pas très facile à comprendre et à utiliser. Donc ici, c'est plus facile de faire un template. Pourquoi? Parce qu'on peut rajouter des données de manière dynamique. Donc, nos images, ici, à chaque fois, j'ai pas envie de mettre image calendar à chaque fois, j'ai envie de mettre la tête de l'utilisateur. Donc, je fais $, j'ouvre les accolades, user.picture.medium. Juste ici. User qui est notre objet, on est toujours dans notre objet à chaque fois. On va tourner à travers tous les objets comme ça, à travers le tableau. Très bien. Ensuite, ici, name, j'ai pas envie de mettre test, j'ai envie de mettre user.name.last en premier, donc le nom de famille en premier, et user.name.first en second. Voilà, vous voyez comme c'est dynamique, c'est agréable. Et ensuite, on vient en dessous, on fait $accolade, user.email, et ensuite on fait user.phone. Vous voyez que c'est quand même plus facile de faire ça que de devoir créer 36 000 create element et puis tous les 7 attributs, etc. Ce serait plus long. Et donc à la fin, une fois qu'on a bien notre item ici, et qu'on a bien le contenu, il faut rajouter le contenu à cet item qu'on a créé juste là. Donc on vient là, faire search result.appendChild list. Ok.
Très bien. Donc, alors, on a bien créé notre item, on lui a bien mis un inner HTML. Et donc maintenant, search result, qui est notre liste, on lui rajoute bien tout ça. On lui rajoute bien tous les éléments à chaque fois. Ah oui, c'est pas liste, c'est list item ici. Ok. Ok, c'est bon. Vous voyez que ça fonctionne. Hop, on a tous nos éléments qui sont juste là. Donc pour récapituler, on itère à travers le tableau. On itère à travers le tableau avec for each. Donc pour chaque élément du tableau, pour chaque objet, on crée un item de liste. On lui crée du contenu. On met bien le contenu dynamique par rapport à l'objet. On rajoute l'item dans notre table results qui est ceci, d'accord? Et donc on peut enlever notre item de base juste là. Donc en fait on remplit tout ça avec plein d'items, d'accord? On remplit table result. Et donc vous voyez que ça fonctionne, ça a bien fonctionné à droite juste ici. Bravo, félicitations. Allez, il nous manque une dernière chose, c'est quoi? C'est ceci. Il faut écrire et il faut filtrer. Donc ça va se faire avec une fonction et un add-event listener. Donc on peut venir ici, faire search input qui est notre input. .add-event listener. Quel event listener on va écouter ici? Eh bien input. Il est un peu moins connu que les autres, mais très efficace. Et à chaque fois que on va avoir cet événement qui va être déclenché, on va, alors trigger, dans ma tête j'avais trigger, à chaque fois que cet élément va être déclenché, on va exécuter cette fonction filter data, d'accord? Donc input en fait c'est dès qu'on écrit à l'intérieur, dès qu'on écrit juste par exemple A, hop, ça a déclenché cet événement, B, ça déclenche cet événement, mais aussi quand je retourne en arrière comme ça, quand je supprime, ça aussi ça va déclencher l'événement, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on vient en dessous faire fonction filter data, qui va prendre l'objet d'événement E, et ensuite je viens faire ici search results.innerHTML est égal vide. Donc en fait, dès que je commence à chercher, j'ai envie de vider la liste, d'accord? Et ensuite, je mettrai les résultats de la recherche filtrée comme ça. Très bien. Ensuite, je veux voir ce que je suis en train de chercher et l'isoler dans une constante. Const search string est égal e.target.value et toujours point to lowercase. Quand on travaille avec des chaînes de caractères, point to lowercase, d'accord? Comme ça, on va bien comparer tout en minuscules, d'accord? Tout le texte en minuscules. Très bien, il nous manque une dernière chose, il faut filtrer tout ça. Donc on va utiliser filter, une méthode qui sert à filtrer et retourner un tableau avec les éléments qui ont passé le filtre. Donc const, je l'ai appelé filtered r, est égal le retour de dataArray.filter. Donc ce que va retourner dataArray.filter. Et ici, je vais dire L comme ça et je vais tout passer sur une ligne. Donc l'élément, donc chaque objet. Et là, je vais faire ma condition. Pour chaque objet, je vais dire L.name.first.to lowercase. À la limite, attendez avant de copier ici. Attendez que j'ai fini et je vais vous expliquer. .to lowercase.includes search string. Ok, très bien. Donc ici, je vais dire en fait, il faut que je dézoome, hein, sinon on va pas y voir. Hop, ou alors quelque chose comme ça. Comme ça. Donc pour chaque élément du tableau, je vais prendre son premier nom, là, .first, .to lowercase, et je vais je vais vérifier s'il inclut ce que je suis en train de chercher. Donc s'il inclut ce que je suis en train de chercher, eh bien la méthode filter va le garder dans le tableau qu'elle va retourner. C'est aussi simple que ça. Mais là je le fais juste pour le prénom, donc il faut aussi le faire pour le last name. Donc je vais mettre un ou ici, ou, et je vais mettre l.name.last. D'accord? Donc si ce que je suis en train de chercher se trouve dans le prénom ou le nom, alors je le garde dans le tableau que je retourne. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et ça peut passer en une ligne vu qu'on a juste un return, en fait, on a juste un return qui va faire true ou false en fonction de ça. Et quand on a juste un return, eh bien avec la fonction fléchée, on peut tout retourner en une ligne comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va zoomer peut-être un cran pour vous, et on va dire const ordered list. Alors, const ordered list est égal ordered list. Non, ça c'est ce que j'avais fait avant. J'avais fait une petite chose différente. Donc ça, on n'en a pas besoin. C'est bon, on a notre tableau avec les noms filtrés. D'accord? On a notre tableau avec les noms filtrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recréer une liste à partir de ces éléments-là. Donc on fait create user list, ordered list, ou filtered array comme ça. Voilà, parfait. Ok. Donc en fait, on va réutiliser une fonction. Et c'est pour ça qu'il faut faire des petites fonctions, parce qu'elles sont réutilisables en fait. Des petites fonctions qui ont juste une utilité, très facile à comprendre, très maintenable, qu'on peut réutiliser un petit peu partout. Et vous voyez que là, en fait, on la réutilise. On la réutilise de base pour créer la liste de base. En fait, on l'utilise ici. Et on peut la réutiliser quand on va filtrer comme ça. Vous voyez? Et donc maintenant, on n'a plus qu'à tester. Testons. Hop, oups, je viens là. Donc je vais regarder quelqu'un. Par exemple, Jolie Tessa. Jolie J-O-L-Y. Donc j'écris J pour commencer, ici. Hop. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de J déjà. Donc là, je fais CTRL F avec Chrome et vous pouvez chercher comme ça. Vous voyez, je cherche J, je vois qu'il y a bien J, J, J. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai l'impression que notre recherche fonctionne ici. Il n'y a pas de nom-prénom sans J. D'accord? Ensuite, donc c'était Jolie Tessa. Donc je fais J-O et je tombe bien sur Jolie Tessa. Ok, tentons un autre nom.
Da Silva, par exemple. Alors, ouais, Da Silva, comme ça va être... il va y en avoir beaucoup, je pense. D, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms et prénoms avec un D à l'intérieur. Donc, si je cherche D, juste pour vérifier, je vois qu'il y en a bien ici, 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 ici. Donc, dans ma liste, soit dans le prénom, soit dans le nom, à chaque fois, ici, il y a bien un D. Donc, ça fonctionne encore une fois. Donc, Da Silva, Da, comme ça. Et là, j'arrive sur Da Silva. Hop, je mets un espace et Da Silva, comme ça. D'accord? Et donc, je tombe sur tous les Da Silva ici. Sur tous les portugais. Je crois que c'est portugais, Da Silva. Voilà. Bref, ça fonctionne. Ok, donc ça fonctionne, mais, ici, si on fait un espace, eh bien, ça disparaît comme ça disparaît. Donc, on pourrait un peu améliorer cette recherche. On vient ici. Et déjà, notre search string ici, eh bien, je vais lui enlever les espaces à l'intérieur. Donc, je vais replace à l'intérieur, en lui passant en premier argument ici un regex. Hop, donc pour tous les espaces, je les remplace par rien comme ça, par une chaîne de caractères vide, d'accord? Donc ça va en fait enlever les espaces, voilà. Ça nous permet d'avoir une recherche qui est plus clean, qui est plus propre. Et là, pareil, pour le return, on va le présenter comme ça. On va pouvoir rajouter encore quelque chose ici. On va rajouter un ou, on ouvre les backticks, et on fait $, on ouvre les accolades, l.name.last, plus l.name.first. En fait, si on veut chercher carrément le nom plus prénom, eh bien on va s'occuper de ce cas-là. Donc point to lowercase, encore une fois. On prend le même replace qu'on a juste ici. Point includes notre search string qu'on a juste là. D'accord? Donc, soit on est en train de chercher le nom ou le prénom, ou le nom et le prénom en même temps. D'accord? Et on va arriver à ceci. Maintenant, si je fais Adam Thibaut, vous voyez que je fais espace, ça va les enlever. Vu qu'on a nettoyé notre recherche, on enlève à chaque fois tous les espaces. Et si je fais Thibaut, comme ça fonctionne également. Ok? Bon, maintenant, si je fais Thibaut comme ça, plus loin, Adam, ça va pas fonctionner. On pourrait aussi le garder celui-là de manière assez simple. Comment on pourrait faire? On fait encore un ou ici. On fait encore un ou et on copie tout ça. Hop, et on le met en dessous, tac. Et cette fois, on fait first plus last. Donc là, c'est si on cherche avec le prénom en premier, puis le nom. Là, c'est le nom en premier, puis le prénom. Là, c'est juste le prénom. Là, c'est juste le nom. Vous voyez que petit à petit, on arrive à faire toutes les choses. Et donc, on a par exemple brun Léane ici. Alors, Léane, ça s'écrit avec un E. Léane comme ça. Et si je fais Léane, décidément, j'arrive pas à ce E comme ça. Léane brun, ça fonctionne aussi. Génial, génial. Voilà, donc par exemple, allez, Fleury Lénie. Fleury Lénie comme ça, si je fais pas de faute, ça fonctionne. Et Lénie Fleury, dans ce sens aussi, ça fonctionne. Et là, on commence à avoir quelque chose de sympa. On commence à avoir une recherche qui est assez dynamique et qui s'adapte à l'utilisateur. S'il a envie de chercher nom, prénom, prénom, nom, juste le nom, juste le prénom, vous voyez que c'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà, bah écoutez, ça fait longtemps que je parle, ça fait longtemps que je parle, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, j'aime bien donner des petits mots de passe, des petits mots-clés. Tapez front-end en commentaire, voilà. Montrez-moi s'il y a des gens qui arrivent jusqu'à la fin, s'il y a des courageux qui arrivent jusqu'à la fin, tapez front-end, ce sera notre petit message secret. Donc front-end avec, on va l'écrire comme ça, front-end avec un tiré au milieu. Vous avez le code source en description si vous voulez l'utiliser. Si vous voulez en faire quoi que ce soit, vous pouvez. Vous avez juste à rentrer votre mail. Voilà, vous me donnez un mail, votre meilleur mail. Moi, je vous donne ce code. Vous l'utilisez de manière pro. Vous pouvez le vendre. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez avec. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rejoignez le Discord, on rigole, on s'entraide, on parle développement web, on parle développement front, back, on parle de web design, on parle d'expérience utilisateur. Rejoignez la newsletter si vous voulez avoir des informations sur le développement web également, des infos sur mes cours, des réductions, etc. Et vous avez mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, bonne journée, prenez soin de vous, ciao.